si tu es d'accord, on pourrait débuter. On a déjà près de 50 personnes avec nous sur Zoom. Les gens se connectent doucement aussi sur Facebook. C'est super. Donc, on voit que c'est un sujet qui assurément attire l'attention. La réussite éducative, on la voit on en parle beaucoup dans les médias. Puis tu me donneras ton opinion là-dessus, mais moi, de ce que j'entends des fois, ça m'écorche un peu où je me dis, est-ce qu'on parle tous de la même affaire là, quand on parle de réussite éducative? La réussite éducative comme telle, qu'est-ce que ça représente? Que tu pourras me dire ce que tu en penses. Donc, j'ai eu l'idée, justement, là, tu m'as dit, si tu attends de faire un webinaire, pour mettre en contexte les gens, en fait, j'ai mis en ligne une revue qui s'appelle La Voie de la persévérance scolaire, qui est une revue 100% gratuite. Je vais vous donner le lien tantôt. Et puis, super, merci. Je ne me pas penser à l'imprimer, tu sais. Mais merci. Puis, Éric Bellefleur, qui est orthopédagogue, conférencier, formateur, il écrit dans la revue. Donc, il partage ses bons savoirs et conseils. Alors, il m'a dit, si ça te tente de faire un webinaire, moi, je suis partante. Ben, c'est sûr. Moi, je dis oui, j'embarque. Donc, je dis, écoute, sujet de l'heure, réussite éducative, un orthopédagogue qui a envie et qui a des choses à dire sur le sujet. Alors, ce qu'on vous propose, un petit bilan, c'est quoi la réussite éducative, de quoi ont besoin vraiment nos jeunes pour réussir, c'est quoi réussir, puis comment on va les accompagner au mieux de ce qu'on peut pour assurer leur bien-être, leur réussite éducative. Fait que toi, dans tes mots, c'est quoi pour toi de la réussite éducative? Premièrement, dans mes mots, je veux dire que la réussite éducative n'est pas une note. Malheureusement, on va souvent mettre une note versus la réussite éducative. Pour avoir vécu, et tu sais, Caroline, pour avoir vécu quelques échecs moi-même dans ma jeune carrière d'élève, pour moi, la réussite éducative, c'était d'être bien, c'était d'être motivé, c'était d'être également motivant pour les autres, mais en même temps, c'était de me sentir compétent, dans tout, que ce soit les matières, que souvent, les gens, puis je ne voudrais pas stigmatiser non plus les parents, sauf que les parents attendent beaucoup des notes. Moi, je m'amusais des fois quand mes enfants étaient jeunes, exemple, ils arrivaient et ils disaient « Ah, j'ai eu 94 ». Ah ouais, il est où le 6 points, tu sais? Là, ils me regardaient, puis là, je disais non, tu sais, j'essayais de dédramatiser l'histoire des notes. Arrive-moi pas avec 94. Pour moi, je dis aux élèves que tu es 65, tu as travaillé comme un malade dans ton travail, ou que tu as eu 85, tu n'as pas fait grand-chose, tu aurais pu avoir mieux. Pour moi, 65 est plus honorable qu'un 85. Fait qu'on a souvent tendance à mettre des notes à la réussite éducative. Donc, la réussite éducative, pour moi, c'est vraiment que l'élève se sente bien à l'école, se sente bien dans ses travaux, mais également se sente lui-même valorisé et qui est fier de lui, tout simplement. Il faudrait dire aux élèves, es-tu fier de ce que tu as fait? Moi, les notes, j'ai ça, puis souvent, je vais dire aux élèves, parlez-vous pas de vos notes, puis là, sois fier, tout simplement. Parce que quelqu'un qui reçoit sa note, 70, l'autre a 90, puis lui, sur 70, va être tellement heureux parce qu'il va avoir vécu des échecs toute sa vie. Peut-être que l'autre va dire, ah, tu as juste eu 70. Fait que ça va venir le rabaisser encore dans son estime, tout ça. La réussite éducative, pour moi, il faut que ça parte d'une manière intrinsèque, il faut que ça parte de l'élève, puis juste d'être fier de ce que tu fais. Puis, en tant qu'intervenant, c'est surtout là-dessus qu'il faut miser, là, sur le bien-être plutôt que sur l'aspect de notation. Puis, en éducation, on a tellement fait des changements au niveau de notation aussi. Fait que, les lettres, les ci, les ça. Donc, on essaie de trouver tout le temps des alternatives là-dessus, mais c'est une fierté. Avant tout, pour moi, c'est une fierté. Si on parle de fierté, justement, on a une question qui rentre, c'est comment aider notre enfant à se sentir compétent lorsqu'il est en difficulté, en échec. Donc, ça m'amène à rebondir sur ta notion de fierté. Mais tu sais, notre enfant nous rend fiers, nos élèves nous rendent fiers, les enfants que j'accompagne me rendent fiers. Mais il faut aussi faire la part des choses entre ce qui me rend fier moi, c'est pas nécessairement ce qui va le rendre fier lui. Puis l'idée, c'est pas de lui montrer tout ce qui, moi, me rend fier. C'est de l'amener à faire grandir en lui la reconnaissance de la fierté. Donc, des fois, je me retiens à ma fille et dis « Oh, je suis fière de toi. » Je vais lui dire, là, mais toi, Mégane, de quoi tu es fière? Là, au départ, elle a juste 5 ans, là, puis elle est comme, bah, je suis fière. Je sais pas, je l'ai faite. Bien, c'est super, tu l'as faite, mais toi, de quoi tu es fière? C'est juste de faire la part des choses. C'est correct qu'on ait chacun des différentes façons d'être fier. Puis moi, j'ai eu une bonne claque d'en face comme intervenante il y a quelques années
J'ai une jeune que j'accompagnais qui avait des troubles d'apprentissage et elle venait me consulter pour des troubles anxieux. Des fois, ça arrive que c'est collé ensemble. Et la jeune arrive dans mon bureau, puis moi, j'interprète qu'elle a la face à terre, tu sais, qu'elle est comme, elle a l'air débinée. Puis là, je dis, ça va? Elle dit, ouais, j'ai eu ma note pour mon examen de français. Puis là, j'ai dit, OK, t'as envie de me parler de ta note? T'as eu combien? Elle dit, j'ai eu 58. Puis là, j'ai dit, ça, c'est plate pour 2 points. Elle dit, mais de quoi tu parles? Elle dit, ça fait 2 fois que j'ai 32. Elle dit, là, j'ai monté ça à 58. Je dis, oh my God, mais quelle erreur je viens de faire là. Puis je me suis excusée. J'ai dit, mais de quoi je me mêle de penser que tu es déçue parce que tu n'as pas eu tes 2 points? J'ai dit, je m'excuse, tu sais. Puis là, ça m'a fait faire du chemin sur ma propre façon d'accompagner. Oui. Bien, je pense que pour faire un petit peu de pouce là-dessus, on va tout le temps vivre des situations de cette manière-là. Puis il y a une question qui se pose présentement là, sur le chat, puis j'aimerais ça y répondre là, de la part de Jacinthe. Moi, j'avais vécu une situation de même par rapport aux devoirs. En 1995, j'ai un élève j'étais avec les ados quand même assez âgés. J'étais tout jeune dans ma carrière. M. Thibodeau pourra le dire. En 95, on commençait. Et là, j'ai ramassé un élève, ses devoirs. Je dis, bon, ben là, tu vas venir en retenue. Et là, il s'est mis à pleurer. Écoute, un gars de quasiment 5 pieds 9, 5 pieds 10, assez... Mais je dis, attends, on va se parler après le cours. Tu sais. Et là, il me dit, écoute, Éric, je n'ai pas fait mon devoir. Mon père m'a mis en dehors de la maison. J'ai dormi dans le banc de parc cette nuit. C'est la même situation. Et là, j'étais comme, paf, à terre, complètement à terre, de dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent de faire là? Puis en même temps, on va se dire, qu'est-ce que je viens de faire là? Mais c'est des leçons de vie, puis c'est correct d'y vivre, mais ça dépend comment est-ce que tu vas le rattraper, tu sais. Puis là, je me souviens très bien, je lui avais dit, OK, ben là, je pense que tu viens de m'apprendre de quoi, là? Les fameux devoirs, là, on va relaxer cette année. J'en ai même pas donné de l'année. J'en ai même pas donné de l'année parce que je me rendais compte que les personnes qui faisaient des devoirs, c'était des personnes qui étaient capables de les faire ou qui étaient faites en partie par les parents. Et ceux qui étaient faits tout croche, c'est qu'ils ne comprenaient rien, mais il fallait qu'ils fassent de quoi pour ne pas avoir la conséquence au bout de la ligne. Il y a tout le contexte de ça. Il y a l'histoire des devoirs. Bon, je voulais juste amener la petite situation de dire, toi, c'est les notes, la fameuse note de 58. Moi, c'était cette situation-là des devoirs face à mon élève. Puis là, je ne voudrais pas être plate envers les profs qui font ça, mais le fameux 59, là, Colin, moi, j'ai beaucoup de misère avec le fameux 59 parce qu'ils vont dire, ben, je veux lui montrer qu'il n'est pas en réussite, mais il est prêt, tu sais. Fais juste lui dire. Fais juste lui dire au lieu de... Parce que je te dis, le 59, j'en entends parler tout le temps par les élèves. C'est traumatisant pour eux autres. Puis où ce fameux point-là? Je veux dire, souvent, quand j'étais adjoint, je disais aux profs, mettez-moi pas des 59, s'il vous plaît. Mettez-y 55. Si vous voyez qu'il est en échec, donnez-lui un commentaire. Mais sinon, mettez-y 60, mais un commentaire de dire attention dans telle situation. Surtout qu'on sait que c'est 20 le premier bulletin, 20 le deuxième bulletin, puis au niveau de la note, ça ne change pas grand-chose au bout de la ligne. Mais pour l'estime de l'élève, ça change énormément. Il y a des situations de même, comme tu dis, dans la vie qui nous ramènent, puis qu'on doit se réajuster. Je pense que c'est de la manière que nous, on va se réajuster, qui va faire en sorte que ça va bien continuer. Là. Puis, tu sais, dans un contexte où les jeunes ont été un long moment sans faire de l'école comme on la connaît, on a une urgence. Puis, je dis je veux bien m'en exclure, mais il y a énormément d'adultes que je rencontre, autant des super bons intervenants, des super bons profs, qui ont cette pression-là qui vient de... Il faut qu'ils réussissent, nos jeunes. Puis même le prof qui arrive dans sa classe qui dit, moi, là, je ne miserai pas. Je vais miser sur leur bien-être. Il faut qu'ils soient disponibles. Le climat de classe. Puis qui dit, je veux qu'ils soient bien, le climat de classe, je veux qu'ils soient bien, mais qu'ils sont bombardés par les parents de, as-tu évalué? Mon enfant se situe où? Il dit, écoute, tout me ramène vers les motadines de notes. Donc, j'ai beau, moi, essayer de tout faire pour me déconnecter de ça, pour assurer le bien-être du jeune, mais la pression de la vie veut
la société nous ramène vers cette performance-là qui est associée à des notes. Mais le jeune, lui, malheureusement, là, il n'a pas encore les capacités de se déconnecter de l'expérience. Dis-moi, dans la vie, là, je ne vais pas me fier à des notes pour me définir. Puis, quand tout le monde lui dit que c'est comme ça qu'il faut qu'il fonctionne, mais c'est ça la pression qu'il a. Puis plus il y en a de pression, moins il performe. Sinon, on était évalué par des notes. Il faudrait voir après comment est-ce qu'on réagirait, parce qu'une note, ça peut tellement être subjectif. Moi, combien de fois j'ai entendu, quand j'étais élève, dans les années 80, puis au début, je vais mettre cette note-là, ça va y apprendre. On dirait que c'était une note pour démontrer à l'élève qu'un, voici, regarde, je vais te faire apprendre de quoi, je te donne, mettons, 50 parce que tu n'as rien foutu dans ma classe. Ben ouais, mais tu y as-tu parlé? Peut-être qu'il n'y a rien foutu dans ta classe parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait à faire. Tu sais, j'en parle souvent en conférence aux élèves dans les écoles secondaires. Malheureusement, avec la COVID, ça s'est arrêté pour l'instant, mais j'ai tellement hâte de reprendre ça parce que j'aime tellement ça dire aux élèves, là, d'un, il faut vivre des échecs, mais de dire aux élèves, tu sais, le gars que tu as en face de toi, qui a été directeur d'école, puis qui est enseignant, orthopédagogue, puis mêler tous les titres, ben, j'ai coulé mon secondaire 2. Ben, ça m'a fait réaliser plein d'affaires. C'est pas parce que j'étais pas, comment dire, intelligent, j'étais pas incapable de le faire. Mais malheureusement, je ne veux pas mettre ça sur le dos des profs. Mais entre autres, il y a un prof qui m'avait dit, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Ouais, c'est pire qu'un 45 %. Là. Puis moi, je l'ai vécu. Tu parlais de tes enfants tantôt. Moi, je l'ai vécu avec mes enfants. Ma fille qui avait tout le temps des notes incroyables, maths fortes, sciences fortes. Puis mon gars qui rush un petit peu plus, qui travaille un petit peu plus fort. Je suis content qu'il ne va pas se... comment je pourrais dire... prendre ses notes et vérifier ça avec sa sœur. Les deux ont une belle complicité. Mais il y en a dans la famille que c'est ça. Il y en a des parents. Gars ton frère là, ou gars ta sœur, là. Voyons, elle réussit super bien. Là. Pourquoi toi, tu n'es pas capable? Les personnes, nous-mêmes, on est différentes personnes. Les enfants sont différents enfants. Il faut tellement respecter ça. Puis, tu sais, quand on parle de réussite scolaire, pour moi, avant tout, on parlait de climat de classe. C'est de la motivation scolaire. Puis de la motivation scolaire, bien, elle est intrinsèque ou extrinsèque. Le intrinsèque vient souvent de la maison, vient des parents, vient de toi-même. Mais le côté extrinsèque de l'école, là, tu sais, quand tu dis qu'un élève va faire 10 000 activités scolaires dans sa vie d'élève, 10 000 activités scolaires, on s'entend-tu que toi puis moi, il y en a une méchante gang là-dedans qu'on n'a pas aimé, là? Puis même nous autres, il faut se remettre en question sur nos pratiques en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, puis en tant que tout ça. Moi, je ne me gêne pas pour dire aux élèves, c'est plate, là, vous me le dites, là, on va modifier quelque chose, là, parce que c'est pas moi le boss dans la classe. Puis le mot boss, j'aime pas ça. Là. C'est un team, c'est une équipe. Tu restes la personne qui doit gérer ta classe. Les élèves, c'est une micro-société. Là. On est tous ensemble. Là. Il faut qu'on se parle. Là. Comme la chanson le disait avant, on est 6 millions, il faut se parler. Mais là, on est 26, il faut se parler. Il faut qu'on... Fait que pour moi, la réussite scolaire, pourquoi qu'un élève va avoir 20... Pourquoi il va avoir 40 % en mathématiques, puis il va avoir 80 en français, puis pourtant, l'année d'avant, il y a eu 50, mettons, en français, puis 80 en mathématiques. Bien, la personne à l'avant, des fois, il y a peut-être ben, pas un petit, il y a un gros rôle à jouer dans tout ça. Puis, c'est ça, c'est lourd à porter des fois sur nos épaules, mais il reste que la réussite scolaire, c'est une affaire de tout le monde. Puis encore plus loin que le prof qui est en avant, moi, je tiens tellement à rappeler l'importance du rôle du parent dans... C'est un triangle, l'école, la maison, l'élève, le parent, l'enseignant. Parce que le prof a beau se démener, puis être un super bon prof, qui est super à l'écoute, mais si le parent à la maison, il a un discours qui peut-être ne s'en rend même pas compte de voir qu'est-ce qu'elle leur fait faire dans la classe, puis elle est jamais en train d'évaluer, ou voyons donc, elle prend le cas de gérer les petits problèmes, puis tout ça, moi, mon enfant a des difficultés. Donc, ce discours-là met en échec l'enseignant, donc rend l'enfant indisponible dans le lien avec cet enseignant-là, puis le lien, il est primordial. Donc,
avant même d'espérer que notre enfant entre en lien, permettons-nous de le laisser aller en lien avec l'enseignant, puis de faire confiance. Puis c'est pas parce qu'on fait confiance qu'on peut jamais questionner, puis qu'on peut jamais discuter. Mais quand on arrive tout le temps comme un papa ours, une maman ours dans la classe avec nos gros sabots, bien, c'est sûr que et l'enseignant aussi se sent attaqué ou dans le sens où ça le stresse, lui aussi. L'enseignant, quand il est stressé, bien, il est moins disponible pour ses élèves. Donc, le climat de classe est affecté. Donc, on a vraiment tous un rôle à jouer pour s'assurer que le jeune soit bien dans la classe puis puisse réussir. Tu sais, mais encore là, la réussite, c'est... On n'est pas en train de décider aujourd'hui, là, le 3 novembre, de la vie de cet enfant-là. Là. C'est pas parce qu'il coule que là, sa vie est jouée. Là. Donc, c'est un chemin de vie. Puis si on peut le voir comme ça, juste on l'accompagne, on va être tellement moins dans l'intervention, là, puis dans le, puis là, ta note, puis là, ton devoir, puis là, ton ci, puis écoute, regarde, on s'en va quelque part, je sais pas exactement où, là, mais je suis sûre que c'est beau, puis on y va, tu sais. Mais comme toi, tu te l'as fait dire en secondaire 2, moi, c'était à 21 ans que je me suis fait dire que je ne ferais rien de ma vie. J'ai coulé, je me suis fait mettre dehors d'un programme d'université parce que je vivais plein de choses. Je pense qu'on va arrêter ça là, là. On est des incompétents. Mais j'ai eu plein de situations difficiles, puis j'ai coulé une session d'université, donc j'étais en probation dans un programme, puis je me suis réorientée, j'ai fait un bac par cumul, puis la responsable du programme elle me dit comme ça, ma belle grande fille, choisis-toi un programme facile dans la vie parce que toi, là, les grandes choses, c'est pas pour toi. Puis c'est quoi une grande chose? C'est quoi grande chose? Tu sais, j'ai 20 ans, là. J'ai 20 ans, puis tu me dis que je peux rien faire. Voyons, je suis sortie du bureau, je pleurais, puis après, je me suis en colère, puis je dis non, non, regarde-moi bien aller, puis... Mais, tu sais, ces mots-là, ça reste. Puis c'est pas tout le monde qui a la résilience, puis l'entourage. Moi, je suis chanceuse d'avoir des parents sur qui compter, mais il faut faire attention à ces messages-là qui dictent la réussite de la personne après. Puis là, Caroline, on parle de mots assez lourds de conséquences. Et des fois, on va avoir des mots en classe qu'on ne pense pas qui sont vraiment lourds de conséquences. Ils ne le seront probablement pas, mais on pense le faire d'une manière tellement de bon cœur, uniquement de dire, là, inquiétez-vous pas, vous allez voir, c'est facile. OK? Et là, on essaie de rassurer l'élève. Là, inquiétez-vous pas, mais c'est facile. Puis si l'élève se fait 2-3 cours qui n'est pas capable, puis tu lui as dit que c'était facile pour le rassurer, pas pour le rabaisser, pour le rassurer. Lui, là, il vient de se dire, OK, c'est facile, puis j'ai confiance en mon prof, puis je suis pas capable de le faire. Fait que je suis un bel incompétent. Fait que, tu sais, même nous autres, il faut se ramener à un langage. Là, je veux pas non plus ce matin dire, il faut faire attention à ce qu'on dit. Pas du tout. C'est des fois juste le fait de se dire, OK, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, est-ce que ça crée des réactions? Est-ce que j'ai vu les visages tomber et tout ça? Puis, il faut être à l'écoute de nos élèves. Puis, à l'écoute de nos élèves, c'est pas de leur dire, vous décidez de tout, là. Faut être faut, comme je dis, on devient quand même le propre enseignant et de la classe et tout ça. Mais il reste que ce que tu vas dire à l'élève, ce que tu vas lui demander de faire, ça va créer des impacts, puis des fois minimes, puis qui vont devenir très gros. Puis je disais tantôt ce que Jacinthe écrit, tu sais, comment est-ce qu'on fait pour aider notre enfant à se sentir compétent pendant ce qu'il faut miser ses belles affaires. Il faut miser ses belles affaires, puis de ne pas gêner pour dire « Ah, mon Dieu, ouais, ça, j'ai eu de la misère avec ça, moi aussi, mais... » Puis pas d'évoquer de l'utopie, de dire « Non, tu vas voir, ça va être correct. » On ne le sait pas, ça va être correct. On ne le sait pas, je l'ai vécu moi-même avec mon enfant qui a une grave maladie, qui a des transfusions de sang en 3 semaines. La première chose qu'on s'est dit, ma conjointe et moi, c'est de dire faut pas lui dire que dans la vie, ça va se guérir ou ça va être correct. Si ça ne se fait pas, on va vivre dans de l'utopie. Il faut y aller une chose à la fois. Des petits pas, on le dit souvent, des petits pas. Être à l'écoute de l'élève, être à l'écoute aussi de l'enfant en difficulté. Mais comment est-ce que nous, on va percevoir l'échec de l'élève? Si pour nous, un échec, c'est en bas de 60,
puis tu sais, il fait voir ça, bien, à chaque fois qu'il va avoir en bas de 60, ça va être un échec. Comme le fameux élève qui te parlait tantôt au niveau de sa note, moi, j'ai déjà dit à un élève à contresens qui était débiné parce qu'il a eu 45. Je dis, OK, mais tu as eu combien avant? Ben 20. Ouais, tu montes de 25. Là, il était comme, OK. On dirait que, parce que juste de miser sur les petites réussites, puis quand il va vivre quelque chose de négatif, de lui montrer que c'est normal, de ne pas essayer de le ouater, là. De ne pas dire, non, non, OK, gars, je vais appeler ton prof, on va regarder ça. Mais, non, OK, tu as eu un échec, tu as eu ça. Qu'est-ce que toi, tu penses que tu as fait de pas correct? Ou qu'est-ce que tu penses que tu as fait qui aurait pu être amélioré? Ou carrément, toi, ta note, es-tu satisfait? Tu as eu 55. Ben oui, moi, je trouve. Bon, OK, sur quoi tu es content? Sur quoi tu es satisfait? Puis par la suite, on va travailler sur les difficultés que tu as eues et de ne pas gêner pour dire les vrais mots. Des échecs, des difficultés. On le dit dans la société. Un non-voyant, non, c'est un aveugle. Une personne à mobilité réduite, non, c'est un handicapé. Un cours avec certaines difficultés dans des compétences. Non, non, il y a eu un échec. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis arrêtons de sortir des beaux termes de. Tu parlais des parents tantôt. Il ne faut pas oublier que moi, j'ai été au ministère de l'Éducation dans la fameuse mesure Agir autrement en milieu défavorisé. J'ai rencontré des profs, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré des parents. Puis souvent, les profs disaient, ben là, il ne vient jamais à l'école de toute manière, à quoi ça sert? Il ne sera jamais aux rencontres. Puis moi, j'en ai tellement des parents qui m'ont dit, je ne veux plus rentrer dans une école. Je ne veux plus rentrer dans une école. J'ai tellement été rabaissé, j'ai vécu de l'intimidation, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Je ne veux plus rentrer dans une école, je ne veux plus rien savoir. Fait que nous, on est-tu à l'écoute de ça? On est à l'écoute de ça, mais est-ce qu'on comprend leur réalité? Parce que majoritairement, les personnes qui vont être en enseignement vont eux autres mêmes avoir de la difficulté à vivre des problématiques, des échecs, puis on veut tout le temps satisfaire des personnes au bout de la ligne, que ce soit la direction d'école, que ce soit les parents, que ce soit... Est-ce qu'on veut satisfaire l'élève en premier? C'est lui notre première personne à qui il faut parler. Les plans d'intervention, les parents, majoritairement, ils ne comprennent rien de nos termes. La conscience phonologique, les mesures adaptatives, ils sont là, ils nous regardent, puis là, ils signent. Là. Moi, je le dis dans mon prochain texte, on va-tu signer un contrat qu'on ne comprend rien? Là, ils signent. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Fait que, ben là, fais ce que tu as à faire. Ils ne comprennent pas. Fait que nous autres, on est là à faire des plans d'intervention. On dirait qu'en enseignement, en éducation, on veut tout le temps être avec des termes incroyables. Revenons à la base. Revenons à la base. Les premiers plans d'intervention que j'ai rédigés, je te montrerai ça. Je dirais, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Les sacrifices, les parents comprenaient. Aujourd'hui, c'est beau. Il y a des beaux termes, il y a des beaux paragraphes. Les plans d'intervention sont pour l'élève, sont pour le parent, sont pas pour la direction d'école, sont pas pour la commission scolaire, sont pour l'élève et le parent. Il faut qu'ils comprennent de quoi. Fait que, tu sais, même nous autres, on veut tellement viser la perfection tout le temps, tout le temps. Puis finalement, on fait en sorte que et l'élève se sent moins compétent et le parent se sent moins compétent. Donc, il y a des investissements du milieu scolaire où il y a une certaine hargne qui s'installe de « je suis pas bien », donc apprendre, il ne collabore pas. Mais pour moi, j'aime bien dire qu'est-ce qui lui manque pour collaborer. Quand on dit « mais il ne collabore pas », mais qu'est-ce qui lui manque pour collaborer? Parce qu'il y en a plein de raisons pourquoi il ne collabore pas. Il ne comprend pas le système, il ne nous aime pas à faire. On a plein d'idées de pourquoi il ne veut pas collaborer. Mais après, qu'est-ce qui manque? OK. Donc là, on va travailler quelque chose. T'sais. Mais plus on va être autant justement d'accord quand on parle à l'élève, puis qu'il y a 5 ans ou qu'il y en ait 17, là, il faut être vrai. Il faut dire les vraies affaires comme elles sont parce que l'élève perd confiance. Puis l'élève est pas mal plus brillant qu'on pense des fois, là. Ah, oui. Combien de fois on voit des personnes parler aux élèves comme « Bon, ben là, tu comprends. » Ouais, parle-y comme il faut, là. Il est en 6e année. Là, il faut que tu mettes tes bottes, là, mon petit Frédéric. Il s'en va en secondaire 1 l'année prochaine. Lui, ses bottes, il veut les mettre, ses vannes, puis tout ça. Fait que, à un moment donné, il faut être logique. Puis des fois, dans les fameuses assemblées générales de profs,
on veut le bien de l'élève. Tu sais, je lis des trucs de dire, tu sais, pour les plans, je ne veux pas dire que les plans d'intervention sont, tu sais, il faut les faire efficacement. Mais c'est quoi efficacement? Ben, c'est que le parent et l'élève comprend ça. Puis là, je vois Isabelle qui dit on demande même aux enfants de les signer. Ben oui, des fois, on dit OK, là, tu signes là. Là, si tu lignes ça. Là, as-tu tout compris, là, mon petit Martin? Là? Et là, ouais, ben oui. Il ne va pas dire non. C'est ça, il peut pas Il est dire pas non. là parce qu'il fait pas correct. Il n'a pas en plus envie d'être celui pas vite qui ne comprend pas. Là. C'est ça. Puis, tu sais, où on va envoyer les plans d'intervention, des fois, aux familles, puis lisez-le, puis signez-le. Si vous êtes d'accord, envoyez-le à l'école. Je sais qu'il y a des contextes vraiment difficiles au niveau des plans d'intervention, mais il ne faut pas que ça soit un élément bureaucratique. Il faut que ça soit un élément pratico-pratique et non pas bureaucratique. Fait que, tu sais, quand on envoie des plans d'intervention dans les maisons, puis lisez ça, puis signez ça si vous êtes d'accord, puis s'il y a quoi que ce soit, appelez-nous. Oui. Des fois, nous autres, on a de la misère. Le parent, il ne sait pas ce qu'il peut proposer. Puis, il ne sait pas, le parent, ce qu'il a le droit de proposer. Moi, il dit, bien, ils vont me le présenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont vous présenter le plan d'intervention. Puis, je sais comment ça fonctionne, mais je veux qu'ils me le disent. Bien, Oui. bon, ils vont me dire comment ça marche. Ils Exact. vont me demander s'ils veulent que j'ajoute quelque chose. Mais qu'est-ce que vous pourriez ajouter? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites à la maison qui aide votre enfant? Ah, ça, ils savent. Ils sont capables de me le dire dans mon bureau. Mais ils arrivent à l'école, puis ils se sentent tellement pas compétents qu'ils ne sont pas capables de le dire. Ils ne sont pas game de le dire. Ouais. On parle tellement d'informations précieuses comme ça. Et il faut y aller avec toute franchise. On fait beaucoup de. On beaucoup de discussions alentour du plan d'intervention. Puis je ne voudrais pas non plus être trop grognon ce matin, mais tu sais, des fois, on va même se faire proposer ou même proposer d'une manière assez intense en tant que quand l'enfant ou l'élève va au privé, et là, c'est ramené à l'école, bien là, vous allez mettre ça en place. Bien, si l'école ne peut pas le mettre en place, on ne peut pas le mettre dans le plan d'intervention. Tu sais, moi, combien de fois j'ai vu des personnes dire bon, ben là, il y a besoin du CITEN, là, il y a besoin de, puis il y a besoin de. Puis là, l'école, des fois, c'est pas possible immédiatement. Là, ben là, vous, madame, d'abord, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir lui fournir un CIPEN? Ben oui, mais la madame est en milieu défavorisé, ça coûte 100 quelques piastres. Tu sais, même nous, des fois, il faut se dire, OK, qu'est-ce qui est possible pour vous de faire? Qu'est-ce qui est possible pour vous d'avoir? Qu'est-ce que vous avez comme ressources à l'école? J'ai vu dans un plan d'intervention, à un moment donné, l'élève doit rencontrer la psychoéducatrice 3 à 4 fois par semaine. Elle était là une fois semaine. Puis on l'a mis dans le plan d'intervention. Je ne sais pas, là. Mais ça a l'air fou. Puis, le parent dit, puis, comment ça va les rencontres? Ben, il l'a vu une fois. Ben oui, mais dans le plan d'intervention, c'est 3 à 4 fois. Ben, je suis désolé, mais on n'a pas les services à l'école. Fait que, même nous, il faut être honnête avec ça, dire, on est désolé, on va le faire, mais on ne peut pas 3 à 4 fois semaine. Voici pourquoi, puis c'est notre réalité. Puis les parents, pas doivent comprendre ça, mais doivent être au clair avec ça et doivent avoir la franchise de l'école, des profs et de tout le milieu scolaire. Puis pour moi, c'est tellement, tellement, tellement important, là. Le parent et l'élève sont des acteurs principaux. Puis la balance, on l'a dit tantôt, c'est le lien. Si tu n'as pas de lien, là, ça, là, moi, je parle encore de ma prof de secondaire 4 en histoire. Puis grâce à elle, je connais l'histoire aujourd'hui. Puis en secondaire 3, je ferais plus ou moins ça. Fait que, tu sais, le lien, là, c'est tellement, tellement important, là. Puis, il faut faire attention. Le lien, c'est pas d'être son chum, d'être son ami. C'est de s'intéresser à lui et que l'élève sente qu'il est encadré. Moi, là, pour être avec des élèves là, en difficulté scolaire, puis en trouble de comportement, puis des fois, ils vont venir me voir, puis ils vont me dire, là, je suis tanné que ça parle, ou je suis tanné qu'ici, ils veulent se faire. Tu sais, je l'ai tout le temps dit, si tu n'organises pas un élève, lui, il va t'organiser. Puis il va t'organiser de la manière qu'il veut bien t'organiser, parce que si lui est en difficulté scolaire, il va faire de l'évitement, il va trouver son confort. Puis son confort, c'est quoi? Bien, c'est d'être de même, ou de parler à l'autre, ou de niaiser. Moi, j'ai coulé mon secondaire 2, je me suis aperçu que j'étais capable de faire des imitations. Fait que tant qu'à rien comprendre, bien, je imitais les profs.
Puis là, j'imitais les autres. Et là, je me sentais valorisé, puis je continuais, puis ben, c'est ça. Ça a fait en sorte que j'ai trouvé ma voie autrement là-dedans, parce qu'il y a un prof qui m'est arrivé à un moment donné, puis il dit, il va te donner 2 minutes, tu compteras des jokes à chaque fois qu'on commence les cours. Et là, j'avais hâte d'aller dans son cours. Mathématiques. Tout, mes notes ont monté. Fait que, tu sais, le lien, le climat, le bien-être est tellement important, mais c'est pas d'être son chum, c'est d'être conséquent, d'être conséquent, d'être conséquent, d'être conséquent. Puis c'est important. Puis allez pas dire, exemple, à vous là, si t'arrêtes pas, là, demain, là, tu vas venir au dîner, là. Ben, tu peux être là, toi, au dîner, avec l'élève, parce que tu peux pas être là, puis il fait sa niaiserie, là, t'as l'air fou en tabarouette. Là, il va dire, ah ben là, il dit des affaires, puis ça, il le fait pas. Fait que, tu sais, c'est plein de petites choses qui rentrent en ligne de compte, tellement. Puis souvent, quand le parent ou l'enseignant me dit, ben, il n'y a rien qui fonctionne, tu sais, nos trucs ne fonctionnent plus. N'oubliez jamais que c'est vous le meilleur truc. Puis souvent, c'est vous qui faites en sorte que le truc fonctionne ou pas. C'est votre belle intention, c'est votre qualité de présence, c'est comment vous abordez la situation. Tu sais, on va se le dire, on l'a tout vécu, là. Les situations où les retours d'école, là. Quand on attend notre jeune qui arrive de l'école, puis là, on le sait, là, que oh non, il ne fera pas une crise. Là, moi, au début d'année, j'ai goûté avec ma petite les rentrées maternelles, là, c'est beaucoup d'adaptation. Puis là, il y a des moments, je me disais, Joe, c'est mon chum, je dis, à moi, j'ai déjà peur qu'elle me fasse une crise. Je sais qu'elle va m'en faire une juste parce que j'ai peur qu'elle m'en fasse une, tu sais. Donc, puis là, dès qu'elle levait un peu le ton ou dès qu'elle était plus brusque, moi, je pensais qu'elle était sur le bord d'eux. Donc, oui. moi, je devenais plus stressée, puis là, elle déchargeait. Oui, mais il faut faire attention à ça parce que qu'on soit et prof ou intervenant ou parent, quand on est avec le jeune, si on a tout le temps peur des problèmes qui s'en viennent, bien, on crée des problèmes avec ça. Puis la peur de l'échec, des fois, ça l'amène de l'échec. Donc, ayons plus en tête la réussite comme un avancement, une continuité de la personne. On veut qu'elle se développe. C'est ça le but de l'école, c'est ça le but de la vie. C'est ça mon rôle de parent, c'est ce que je fais dans la vie comme intervenante, c'est ce que je fais avec mes amis. Je veux qu'aujourd'hui puis demain, que demain, tu te sentes juste un peu mieux qu'aujourd'hui. Puis que tu te dises, ben moi, je suis fière de ça parce que j'ai ça de plus qu'hier. Puis des fois, le plus, il est petit en titi, là. Oui. Mais c'est juste ça. Puis la réussite scolaire, c'est de ne pas gêner pour mettre à l'avant même, on va dire la réussite, à l'avant même de la fierté de l'élève. Moi, je le dis ouvertement, là, au mois de septembre, là, je te redonne des travaux, là, quand même peut-être de niveau, je ne dirais pas inférieur, mais que je sais qu'ils vont être capables de faire facilement, mais facilement. Puis là, ils ont des notes, là, hein, ils ont notes. Puis là, ils regardent ça, puis c'est la première fois que je parle. Ben, tu vois, tabarouette, bravo. Je dis, l'année passée, tu étais en échec. Ben oui. Colin, ben lâche pas. Et là, il se crée une espèce de confiance. Puis, on dirait que l'élève lui-même, le fameux intrinsèque, ben s'il part l'année, c'est une chire, là. Toi, quand on prend ton auto là, la première fois de ta vie, puis tu as un accident sur le coin de la rue, là, pas sûr que tu vas la prendre le lendemain matin. Mais si on te fait conduire dans un stationnement, puis il n'y a pas un char, puis là, tu t'en vas, puis ah, OK, mais là, c'est pas trop pire conduire. Tu sais, il faut créer une espèce de. Un confort. Mais là, il faut faire attention, c'est pas de créer de la ouate, juste de créer un confort pour qu'il y ait une confiance en lui. Tu sais, moi, j'ai été gardien de but dans mon jeune temps. Puis quand j'étais dans les pratiques, ben, il ne me mettait pas le meilleur joueur devant moi là, au départ pour. C'était des petits lancers. Hein, on le dit, pour se créer une confiance. Ben, dans n'importe quoi, il faut que tu te crées une confiance. Puis l'école, il faut qu'on leur crée de la confiance également. Puis malheureusement, on va être trop. Excuse-moi, je pense que Siri vient de capter un mot. Donc, tu sais, c'est important. C'est important. Puis de revenir aussi sur des éléments où est-ce que tu as eu un accrochage ou une difficulté ou quoi que ce soit avec un élève. Tu sais, moi, là, j'en donne des formations en motivation scolaire par gestion de classe. J'en ai eu des conflits avec des élèves sur certaines affaires. Mais après, là, je revenais immédiatement de dire, bon, ben là, regarde, on va se parler, toi puis moi. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé?
de mon intervention? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé de la situation? Puis moi, après, je vais te dire ce que je n'ai pas aimé. Puis c'est la même chose dans tout. C'est la même chose dans tout. Moi, je dis aux élèves au début de l'année, moi, j'en ai aucune pancarte de gestion, là. Aucune, lever la main, aucune. Ben, je leur dis, si tu es rendu au secondaire, tu ne sais pas encore, il faut que tu lèves la main, puis il faut que tu parles, il y a un problème. Il y a le mot, c'est respect. Je dis, le respect, c'est bon pour tout. Mais je dis, avant tout, avant que tu me respectes, moi, je vais te respecter. Si tu ne te sens pas respecté, bien, ça serait quasiment comprenable qu'il ne me respecte pas. Fait que déjà, quand il y a une espèce de confiance en l'autre, quelqu'un qui respecte l'autre a de la misère à ne pas le respecter. Là. C'est du donnant-donnant. Puis, puis il faut être franc avec nos élèves. Il faut être franc avec nos élèves. Puis des fois, là, même moi, je me sens plate. Là. Puis il ne faut pas s'acharner sur quelque chose, essayer de se démerder dans notre pattern. Des fois, je vais arriver, je vais dire, là, je les regarde, là, puis là, sont là, je dis, ben, on va arrêter 5 minutes. Là. Même moi, si j'étais à votre place, puis je m'écouterais, là, pas sûr que je resterais éveillé bien longtemps, surtout l'après-midi. Ils ont arrêté 5 minutes, on va reprendre ça après, puis on va se remettre au travail. Ça sera jaser, puis souvent, c'est les élèves qui disent, Éric, ça fait 5 minutes. Puis on reprend ensemble, puis de ne pas se gêner, moi j'appelle ça des techniques d'impact, de ne pas se gêner pour créer des événements comme ça pour dire que l'élève, il fait partie entière de la classe, mais que c'est un humain, puis toi, tu es un humain, puis que toi aussi, des fois, tu vis des moments plates, puis tu arrives à l'école, puis que tu n'es pas de bonne humeur, puis moi, je ne me gêne pas pour le dire aux élèves. Je dis là, je vous dis tout de suite, je n'ai pas dormi de la nuit, là. Ça se peut que j'ai l'air un petit peu zombie, là. Fait que, regarde, dites-le moi si vous me trouvez un peu plate, dites-le moi, ça va me faire plaisir. Là, l'élève qui va te regarder va leur dire hey, OK, il faut être franc, il faut être honnête avec eux autres. Puis quand le climat est installé, quand le bien-être est installé dans la classe, puis c'est pas le party, là, mais quand le bien-être est installé dans la classe, bien, l'élève va se sentir bien, il va vivre probablement des réussites, il va vivre des situations où est-ce qu'il va se sentir compétent, puis il va s'en aller dans le pattern comme ça. Si là arrivent des échecs, ils savent qu'ils peuvent se poser sur toi, ou ils savent qu'on peut se poser sur le parent. Puis la job d'accompagnateur, que ce soit parent, intervenant, prof, c'est pas d'éviter l'échec, c'est d'accompagner le jeune. Donc, qu'il soit en réussite ou qu'il soit en échec, on veut l'accompagner, l'outiller. C'est ça. Là, on pourrait partir un gros débat de société, là. C'est sûr et certain. Mais moi, ce que je trouve le plus déplorable, dans tout ça, c'est la valorisation de la profession. Puis là, je ne veux pas partir de discours syndicaux, puis rien de ça, là. Mais si la profession était valorisée juste par tout le monde efficacement, il y aurait tellement de choses qui changeraient dans le système éducatif, là, ça serait incroyable. Tu sais, puis s'il y a des parents qui sont à l'écoute présentement ce matin, s'il vous plaît, vous avez le droit d'avoir une opinion divergente de l'enseignant de votre enfant. Parlez-lui à l'enseignant. Ne dites pas ça devant votre enfant. C'est la pire situation parce que là, si vous dites « Ah, ton prof », franchement, lui, là, il emmagasine ça. Là. Moi, je n'ai jamais dit qu'un enfant était manipulateur. C'est impossible qu'un enfant soit manipulateur. Un enfant va aller là où est-ce que l'adulte va lui demander d'aller et jusqu'où la porte va s'ouvrir. Moi, j'ai eu des sentiments avec les profs de mes enfants que en tout cas, c'était jamais. J'ai dit là, ton prof a dit que c'est blanc. Désolé, c'est blanc. En arrière-plan, c'est sûr que là, tu discutes avec ton conjoint, ta conjointe, mais s'il vous plaît, j'ai des discours de parents tellement négatifs envers l'école, devant les enfants. Vous avez le droit de les avoir certains discours, mais il n'y a rien de pire que ça. Puis quand on va venir qu'à valoriser la profession d'une manière incroyable, là, ça va tellement, tellement changer. Quand on passe les douanes, là, quand on va pouvoir passer les douanes aux États-Unis, moi, quand je passe les douanes, là, puis je dis que je suis un enseignant, là, tabarouette, ils ne me posent même pas de questions. Passeport, have a nice day, have a nice trip. Tu es un enseignant. Tu valorises nos enfants, tu les éduques. Ici,
Ah, mon Dieu, vous autres. Ouais, encore 3 journées pédagogiques. C'est tabarouette. Mm. Puis, tu sais, je ne veux pas partir de gaguerre un matin, mais tout est dans le langage, autant pour les élèves, autant pour les parents, autant pour les profs. Le langage qu'on va avoir dans toutes les sphères de la société va faire en sorte qu'on va influencer les autres. Fait que même nous, en tant que profs, il faut faire attention quand on a un petit enfant dans notre classe, puis qu'on a eu le petit frère ou la petite sœur l'année d'avant, c'est pas la même personne. Ah, t'es le frère de l'autre, toi. Et boy, ça commence bien. Tu sais, il faut faire attention, il ne faut pas stigmatiser. Puis ça c'est pour tout le monde, ça. C'est pour tout le monde. Il faut se faire notre propre idée, notre propre image et de garder nos commentaires pour nous, pour qu'ils soient constructifs et non pas dévastateurs. Puis, tu sais, tu travailles en psychologie, Caroline, là, tu sais à quel point que les mots sont énormes, là. Faut faire attention lorsqu'on parle de l'école à nos enfants. Il faut faire très, très, très attention parce que la portée va être énorme, va être immense. Là. Si je peux conclure doucement avec une analogie, là, j'écoutais dernièrement une psychologue thérapeute d'impact, puis elle faisait l'exemple d'un vase. Elle dit c'est comme si le jeune c'était un vase, puis qu'à chaque fois qu'il entend des commentaires négatifs, il mettait une petite goutte de colorant dedans. Ça n'en prend pas gros pour changer la couleur du pot. Puis là, après ça, ça va t'en prendre vraiment beaucoup pour le diluer. Mais c'est la même chose avec les échecs, avec le discours qu'on a, avec. C'est pas l'échec qui fait mal, c'est ce qui vient avec. Je ne dis pas que tous les échecs sont faciles, là, mais ils peuvent nous apprendre ces échecs-là. Puis comment on fait gober l'échec à l'enfant? Bien, commencez par le gober vous-même. C'est mon plus grand conseil. C'est quoi votre propre rapport à l'échec? Qu'est-ce que ça représente pour vous un échec? Puis qu'est-ce que ça représente l'échec de votre enfant? Parce que l'échec de votre enfant, c'est pas votre échec à vous. C'est deux choses. Puis si on est capable de faire la part des choses, c'est pas parce que mon élève est en échec que c'est moi, je suis pas en échec comme prof. Moi, ma job, c'est d'être là et de l'amener, pour reprendre les mots de Richard Robillard, un heureux apprenant. Puis ça, j'ai adoré ça quand je l'ai entendu parler ça au colloque qu'on a eu il y a maintenant bientôt 2 ans. Non, c'est en 2019. Je suis perdue dans les dates à cause de la pandémie. Donc, le colloque de cerveau et psychologie en 2019, il disait « Arrêtez de vouloir en faire des bons élèves, faites-en des heureux apprenants. » Exactement. Il racontait une petite anecdote. Il disait que son neveu, je pense, il disait « Moi, j'aime pas l'école. » Il dit « C'est pas l'école, t'aimes pas. » Il dit « En ce moment, c'est l'école, t'aimes pas, mais apprendre, t'aimes ça. » Tout le monde aime apprendre. Si je peux te garder le goût d'apprendre, tu feras ce que tu veux après dans la vie, là. Mais c'est ce qu'on veut, qui garde le goût d'apprendre puis qui aime apprendre. Après, comment? Il y a plein de façons de le faire, là. C'est nos interventions, nos réactions et notre finalité qui va faire en sorte si l'élève va se sentir bien, heureux apprenant, puis de ne pas gêner dans la classe pour demander aux élèves de lever la main même s'ils pensent avoir une mauvaise réponse et d'avertir les autres que j'envoie pas un rire. J'envoie pas un rire parce que c'est important que tout le monde donne ses réponses. Puis quand on voit que c'est une mauvaise réponse, de ne pas dire « Ah, non, c'est pas la bonne réponse. » Est-ce qu'il y en a un qui est parti de sa mauvaise réponse? OK, mais j'aimerais ça savoir pourquoi tu arrives à ça. Parce que même si tu as la réponse qui est négative, erronée, peut-être que ta méthode va être vraiment, vraiment efficace, mais tu as parti au début, tu as tout simplement oublié ta petite retenue en mathématiques qui a fait en sorte que tu as tout décalé. Il faut partir de... Tu sais, avant, là, quand j'allais à l'école, c'était crochet, 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 crochet. Tu voyais rien que ça. Mais peut-être que ta méthode était écœurante, mais tu as fait une petite erreur. Fait il faut montrer à l'élève qu'on peut partir d'un échec. Puis le mot échec, des fois, il est gros. Là. On peut partir de la situation qui a fait en sorte qu'il t'a amené à un échec. Mais de lui montrer que, pas de le rassurer d'une manière erronée, mais de lui montrer que son chemin, comme je dis à tout le monde, aux élèves, tu peux aller à Montréal en bicycle, en train, en auto, en avion, en n'importe quoi. Bien, malgré le temps que ça va te prendre, tu vas te rendre pareil. Là. Fait que, c'est important de démontrer ça à l'élève que tout le monde peut arriver. Tout le monde peut arriver à quelque chose de bien, puis de faire attention à ce qu'on va dire aussi, les mots qu'on va porter. Un portrait clair de la situation. Oui.
si on récapitule un peu un portrait clair, d'utiliser l'expertise du parent, de demander aux jeunes de quoi il a besoin, d'être à l'écoute, de former un vrai team, tout le monde ensemble, puis de faire confiance aussi, hein? Puis de focusser sur l'instant présent, puis où, tu sais, de très court, là, tu sais, des fois, on a peur pour plein de raisons, puis il y a plein de jeunes qui me disent, moi, quand j'ai peur de couler, parce que, puis ils s'imaginent 8 ans plus tard, là. Je suis comme, attends, mais en même temps, quand je fais le parallèle à la maison, quand il y a un échec, il y a une difficulté, c'est « Hey, tu ne rentreras pas au cégep là, dans 2 ans. Là. C'est bientôt, là, c'est cette année ta demande. Là. Tu ne rentreras pas dans les sciences là, si tu coules de même. Fait que tu ne deviendras pas ça. Fait qu'après, comment tu vas la payer, ta maison? Moi, je ne pourrais pas tout le temps. Hey, attends, là. On est juste en train de couler un examen de mathématiques, puis on parle de quand tu vas être vieux, puis que tu vas avoir besoin de son aide. Et on est. Ça, c'est. On crée beaucoup d'anxiété, là. Donc, on n'est pas à Harvard, hein? C'est ça. On ne va pas rentrer au barreau, là. C'est ça, puis même on fait juste instruire des élèves, hein, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas paniquer de même, c'est pas vivre dans le monde de licorne non plus où c'est pas grave, ça va bien aller, ça se réglera pas tout seul. Ne faites pas l'autruche, ça va être pire après. Donc, on a un portrait de situation, voilà ce qui s'est passé qui a conduit à l'échec. Maintenant, qu'est-ce que tu es prête à faire toi? Partez du jeune. Qu'est-ce que tu es prête à faire toi et qu'est-ce que tu attends de moi? Comment moi je peux t'aider à faire un pas de plus en avant? Et ça serait intéressant peut-être à un moment donné, Caroline, de parler des fameuses évaluations, des fameux tests de la semaine, des fameuses... parce que l'évaluation, là, c'est le nerf de la guerre, là, puis on pense souvent qu'une évaluation, c'est quelque chose de noté. J'aimerais ça, à un moment donné, peut-être qu'on puisse en parler, parce qu'il ne faut pas oublier que les fameux tests de la semaine, puis les évaluations de ci, de ça, c'est pas tout le monde qui est capable d'y arriver de la même manière, puis... il faut en prendre en compte là, cette situation-là et de ne pas oublier que l'évaluation, ce n'est pas que du normatif. Il y a du formatif également là-dedans. Puis, il faut aussi, puis encore là, on ne partira pas un débat là-dessus, puis on a assurément beaucoup de sujets à couvrir ensemble, mais il faut savoir aussi ce qu'on évalue. Parce que des fois, on est en train d'évaluer la capacité du jeune à répondre dans le contexte de stress. La situation est tellement stressante qu'on évalue son adaptation au stress. C'est pas ça qu'on veut évaluer. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire des tests de même. Puis, parce il faut. Oui, il faut. C'est la manière qu'on les emmène, oui. Mais c'est dans la façon qu'on va le faire, puis dans l'intention qu'on a aussi, puis de leur dire aussi, hein, de leur partager notre intention, puis vers où on s'en va. Plus nos attentes vont être claires et définies, mieux ils vont se sentir. Quand ils ne savent pas où on s'en va, où on veut les amener, là, ils ne se sentent pas bons. Puis peu importe où ils s'en vont, ils ne vont pas bien. Ils vont de reculons. Donc, l'intention, je pense que c'est à revenir, puis comment on va accompagner le jeune à travers son expérience. Ce serait les mots de fin. Oui, évaluation, le mot de la fin. Oui, c'est ça. Je te note de 1 à 10, Éric, je te donne un gros 10. Aïe, t'es donc bien fine. Guy Lafleur, je l'aimais, moi, Guy Lafleur. Écoute, c'est tellement, tu sais, c'est un peu la première expérience que je vis en webinaire. J'ai eu quelques petites expériences, mais pas autant comme celle-ci. Puis, c'est dur des fois de se contenir dans son élocution et dans sa pensée parce que je pourrais en parler des heures et des heures. Puis, merci beaucoup. Mais merci à toi parce que tu es quelqu'un de très, très, très ouvert dans la communication, puis tu laisses beaucoup de place également. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que même si on a des oppositions, des divergences d'opinion, c'est normal, c'est tout à fait normal, puis il faut que ça soit constructif. Puis tu l'as dit, le mot intention, c'est l'intention qu'on va te donner à ça. Parce que même si l'autre n'a pas une même opinion, une opinion complètement différente, il y a tellement de similarités, là. C'est l'éducation, on ne vise pas des boulons à GM, là. Hein? On travaille avec de l'humain. Fait que de l'humain fait en sorte qu'on, même nous autres aussi, il faut avoir le droit à l'erreur. Je vais prendre ton 10 sur 10 parce que je vais tout le temps m'auto-évaluer puis il y a des affaires que je n'aurais pas aimées. Mais ça fait partie de l'humain. On vise la perfection. Hein? Je vais me faire un plan d'intervention avec des belles phrases. Sur ça, j'ai partagé le lien pour la revue qui est sur mon site web www.pasapa.ca. Vous voyez directement la revue 100% gratuite.
vous allez pouvoir lire les articles d'Éric et de plusieurs autres collaborateurs. Et j'attends au mois de novembre, là, ils viennent de sortir la parution de novembre, on peut lire sûrement ton texte, mais on a aussi un outil qui a été créé, je ne vais pas faire du coup sur ma sœur, mais c'est ma sœur qui est exceptionnelle. Donc, ma sœur qui est enseignante, Mélanie Coirel, a créé un outil pour se préparer à la rencontre de parents. Et l'outil est fait en 2 temps. Un outil pour que le prof se prépare, puis un outil pour que le parent se prépare. Parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une vraie collaboration, qu'on soit capable de se parler. C'est super important. Donc, si vous voulez aller télécharger la revue pour lire tous les beaux outils qui vous sont offerts généreusement par les collaborateurs, bien, je vous invite à y aller. Alors, je me suis permis, Caroline, excuse-moi, de mettre mon courriel professionnel parce que quelqu'un m'a demandé mon courriel. Oui. Alors, je me suis permis de le faire. Puis, sincèrement, si vous voulez me communiquer avec moi, me poser des questions, m'inviter en conférence ou quoi que ce soit, ou parler simplement d'éducation, ça va vraiment me faire plaisir. En tout cas, moi, j'aimerais bien ça les t'entendre dans une conférence éventuellement. Est-ce qu'il y a un endroit... Là, j'ai vu qu'il y a un site sur lequel tu as annoncé une conférence qui s'en vient. Est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que, là, je ne vais pas dire n'importe quoi, tu as repartagé un lien avec une conférence? Ça me laissait croire que c'est toi qui vas donner une conférence? En fait, c'est des ateliers en gestion de classe et en motivation scolaire que je donne. Okay. Sur ma page Facebook, là, je vois que peut-être que ça n'apparaît pas sur le chat. Je vais l'écrire sur ma Facebook. Vous pouvez aller sur ma page Facebook et tout simplement Éric Bellefleur, conférencier scolaire et consultant en éducation. Et pour le courriel professionnel, c'est info, @ericbellefleur.com. J'ai également ma page Internet, www.ericbellefleur.com. Je pense pour ça que je m'appelle Éric Bellefleur. Il y a tellement d'adresses en mon nom. C'est bien toi, Éric Bellefleur? Pardon? Oui! Oui, ben moi, j'ai décidé de tout mettre Éric Bellefleur parce qu'avec mon TDAH, j'ai de la misère à retenir mes mots de passe. Fait que des adresses, là, c'est trop compliqué aussi. Okay. Puis en passant, juste dire, si vous aimeriez parler à un moment donné aussi du fameux TDAH, autant en tant qu'adulte ou enfant, j'ai de l'expérience là-dedans. Ça aussi, c'est intéressant à jaser parce que c'est quelque chose. Oui, assurément. Puis c'est vrai qu'on parle beaucoup du TDAH enfant, ado, mais on parle peut-être moins, ou c'est moi qui ai moins d'informations sur ça, qui en voit moins passer, là, mais j'ai aussi l'impression qu'on parle moins aux adultes qui vivent avec le TDAH. Oui, exactement. Puis malheureusement, ça amène bien souvent des conflits dans un milieu professionnel. Si le TDAH était bien compris par la personne elle-même et bien compris par les autres, ça serait tellement, tellement profitable comme un élève dans ta classe qui est TDAH et qui est profitable quand il est bien, il est très, très, très bien géré, c'est pas ça, mais il est bien analysé et bien travaillé, cet enfant-là. En tout cas, assurément, on a plein d'autres sujets à couvrir. Ah, oui. Je ne sais pas la date, mais clairement, j'aimerais ça qu'on ranime un webinaire ensemble prochainement. Ça va me faire extrêmement plaisir. Puis je voudrais remercier tout le monde d'être avec nous ce matin. Je trouve ça le fun. C'est un beau concept. Puis il ne faut pas gêner de se dire les vraies choses en éducation et d'éviter la perfection, mais de se parler, de se comprendre. C'est un Moses de beau métier. Vraiment. Oui, chapeau à tous les intervenants scolaires. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Puis on parle beaucoup des profs. Mais sachez que je pense aussi à tous les éducateurs, les éducatrices, les TES, les ergos, les secrétaires, les conseillers, tous ceux qui font partie de la vie de nos enfants. Là. Merci. Tout le monde, les surveillants d'école, je veux des surveillants d'école, là, moi, à Polyvalente, là, mon Dieu, ce sont incroyables. C'est des professionnels. Oui. Oui, vraiment. Fait que tout le monde qui est en éducation, mais tout le monde, là, un prochain sujet qu'on pourrait couvrir, c'est comment bien utiliser l'ensemble de l'équipe école pour venir en aide aux jeunes. Oui. Je trouve qu'on en met beaucoup sur le poids des profs et qu'on oublie d'avoir l'expertise des autres qui sont là, qui ont tellement à apporter. Puis que des fois, quand ça ne se passe pas bien dans la classe, il y a un éduc l'autre bord ou il y a un surveillant qui est comme ça ne va pas un bout de temps, puis c'est lui qui le récupère. On peut-tu faire le lien après vers la classe, puis tous ensemble l'accompagner? Il y aurait beaucoup à faire. À un moment donné, puis je veux finir là-dessus, mais il y a un élève qui me dit, je dis là, tu as besoin d'aide, sur relation d'aide, en plan d'intervention, dit qui tu aimerais avoir comme tuteur.
j'aimerais savoir le concierge. Le concierge. Puis cet élève-là, là, le concierge était tellement fou, content de se faire valoriser. Puis le petit Pete, ben, il a fini en faisant un stage avec le concierge. Aujourd'hui, il est concierge dans une école. Hey, ça, c'est beau. Des petites choses, et pas lui dire, ben non, ça ne peut pas être le concierge, lui, il a sa job à faire. Mais tout le monde dans une école est profitable. Oui. Donc, merci. On va s'arrêter là, sinon on est là jusqu'à demain matin 2. Bye. Un gros merci, Caroline. Bye, Éric Bellefleur. Bye, Caroline Corré. Bye. Bye.